Cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis expatrié dans différents pays, que ce soit en Asie du Sud-Est, mais également en Europe. Et mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner mon ressenti sur comment s'expatrier dans quelle destination, basé sur des critères qui sont importants pour une expatriation longue durée. Le premier pays dont j'aimerais vous parler, c'est Singapour. J'y suis resté 2 mois et j'ai beaucoup aimé l'aspect sécuritaire. J'ai beaucoup aimé l'aspect où tout le monde parle très bien anglais. J'ai beaucoup aimé l'aspect pollution. Je trouve que c'est très bien maîtrisé, que ce soit d'une manière générale en centre-ville, mais aussi en extérieur. Je trouve qu'il y a beaucoup de parcs, beaucoup de verdure, donc c'est quand même très intéressant. Il y a aussi l'aspect où c'est très développé. Au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des écoles, mais aussi des hôpitaux, ils font partie de l'élite mondiale, dans le top 3. Et donc, tout ça en fait une potentielle zone d'expatriation très intéressante. Cependant, il va y avoir quelques prérequis pour Singapour. Déjà de 1, c'est le 7e pays le plus cher au monde. Alors, c'est pas sans surprise, vous avez déjà entendu que Singapour c'était un petit peu la Suisse de l'Asie et c'est vrai dans le sens où l'immobilier est assez cher en centre-ville, mais dès que vous sortez du centre-ville, évidemment cela va coûter beaucoup moins cher. À noter que ce qui est tout de même très intéressant, c'est que vous avez une imposition à Singapour qui est territoriale. Cela veut dire que tout l'argent que vous générez en dehors de Singapour, eh bien, vous n'êtes pas imposé dessus. Donc, vous avez une imposition à 0% sur vos revenus de source étrangère. Mais comprenez tout de même une chose, c'est que Singapour, vous êtes quand même dans le haut de la fourchette en termes de dépenses. Mais une fois votre loyer ou votre bien immobilier acheté, toutes les autres dépenses sont tout de même beaucoup plus accessibles et il y a énormément d'activités gratuites qui sont à votre disposition à Singapour. Alors maintenant, en termes de visa. Alors vous avez une multitude de visas pour chacune des destinations dont je vais vous parler maintenant. Cependant, je vais que citer les visas les plus souvent utilisés. Donc pour Singapour, vous allez avoir une option qui va démarrer à 50 000 $ US la première année pour créer votre entreprise, pour les frais tout simplement de mise en place, mais aussi toutes les années, vous allez devoir renouveler ce visa avec cette entreprise et ça va vous coûter environ 10 000 $ américains par an. Sachez que vous avez également d'autres options pour vous installer à Singapour en termes d'investissement, mais là, il faut compter plusieurs dizaines de millions de dollars que vous allez ramener à Singapour et donc c'est une option que je n'inclus pas dans cette vidéo volontairement. Alors, pour qui Singapour, ça va s'adresser? Je pense honnêtement que ça va s'adresser plutôt aux personnes qui ont au minimum 20 à 30 millions de dollars de patrimoine investis surtout dans des produits bancaires financiers. Pourquoi? Parce que à Singapour, vous le savez, le système bancaire est excellent, c'est le meilleur au monde pour moi actuellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement vous avez beaucoup de banques pour les ultra high net worth individuals, donc les personnes qui ont plus de 30 millions de dollars. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce soit au niveau des transactions, que ce soit au niveau des produits financiers, que ce soit au niveau des frais qui sont faibles, vous avez vraiment un univers d'investissement sur le plan bancaire qui est extrêmement développé et propice à faire fructifier votre argent. Mais dites-vous bien une chose, c'est que quand vous allez là-bas en mode rentier, il faut déjà être à un certain niveau. Donc honnêtement, pour Singapour, je dirais qu'il faut approximativement minimum 8 à 10 000 $ par mois pour couvrir un style de vie qui est sans frustration et vous pourrez toujours faire des compromis à droite à gauche et vous pouvez évidemment y aller si vous gagnez que 5 000 $ par mois, mais ma recommandation sera dirigez-vous plutôt vers une autre destination si vous gagnez moins que ça. La deuxième destination dont j'aimerais vous parler, c'est la Suisse. Alors la Suisse, c'est un pays qui est bien plus grand que Singapour et donc vous y avez beaucoup de différences, notamment en fonction des cantons, que ce soit sur les langues, mais aussi en fonction de l'imposition. Alors, en Suisse, ça parle français, anglais, allemand et même un petit peu italien dans le sud de la Suisse. Ce que vous devez retenir, c'est que la Suisse va avoir un système d'imposition qui va varier en fonction des cantons dans lesquels vous allez vous installer. Vous pourrez également choisir dans certains cas une imposition en fonction de vos dépenses, mais sachez tout de même que la Suisse fait partie depuis des années dans le top 10 des pays les plus chers au monde. Notez également que vous allez avoir une imposition sur le revenu qui n'est pas des moindres et donc si vous faites un choix qui est plutôt tourné vers le fait de faire fructifier votre argent, être toujours actif dans le business, Singapour sera une destination qui sera tout de même plus propice à votre développement. Sachez également qu'en Suisse, vous allez avoir une population qui est quand même bien plus âgée qu'à Singapour. D'une manière générale, vous allez avoir tout de même un peu plus de fun et d'activité à Singapour que
en Suisse d'une manière générale. C'est un lifestyle qui est tout à fait différent puisque en Suisse, vous avez une pollution qui est également très très faible. Sachez tout de même cependant que vous n'allez pas avoir le même type d'activité qu'à Singapour. Dans le sens où en Suisse, vous allez avoir de très belles montagnes, de très beaux paysages. Vous allez avoir aussi une météo qui est totalement différente de Singapour, puisqu'à Singapour, globalement, toute l'année, c'est à peu près la même chose, où vous avez un petit peu de pluie et un peu plus de soleil, mais toute l'année, c'est stabilisé à plus ou moins 30 degrés. Alors, concernant les visas, naturellement, comme la Suisse fait partie de l'Europe, vous n'avez pas besoin de visa spécifique pour vous y installer. Maintenant, sachez que si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez avoir besoin d'un permis de travail en Suisse, et donc là, c'est une affaire différente de laquelle je n'ai aucune idée parce que ça fait plus de 10 ans que je ne suis pas salarié dans n'importe quel pays du monde. Ceci étant dit, pour qui est fait la Suisse? Je pense que la Suisse attire des profils différents, mais globalement, le profil type que j'ai pu observer qui s'est installé en Suisse, ce sont des personnes qui ont 35 ans et plus minimum et qui sont plus retraités que actifs. Alors évidemment pas 100% retraités, mais très loin d'être totalement actifs. Généralement, ce sont des personnes qui ont un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Ça peut démarrer à 3, 4, 5, 6 et plus millions d'euros. Vous allez avoir un style de vie qui est intéressant. Maintenant, sachez que si vous êtes encore sur le plan du développement de votre création de patrimoine, il y a d'autres destinations qui, je pense, vont être davantage faites pour vous. Ce qui est intéressant en Suisse, c'est que si vous ne savez pas parler anglais ou vous parlez anglais très mal, ou vous êtes rassuré à l'idée de faire les procédures en français, la Suisse est une destination qui, encore une fois, peut vous attirer sur ce plan-là. La troisième destination dont j'aimerais vous parler, c'est Dubaï, qui a le plus gros inflow en termes de nombre de nouveaux millionnaires depuis ces 2-3 dernières années. Dubaï, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle anglais. Ce qui est un peu moins intéressant, c'est que vous avez un spectre très très large d'entrepreneurs et de millionnaires, multimillionnaires qui viennent s'y installer. Donc, vous avez du bon comme du beaucoup moins bon en termes de business model ou en termes d'éthique qui vont s'y installer. Ce que je trouve tout de même intéressant, c'est que Dubaï, c'est quand même une ville qui, je pense, a beaucoup à enseigner à beaucoup de pays dans le monde parce qu'ils réussissent à faire des choses extrêmement rapidement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez un système d'imposition par rapport aux services qui sont fournis en échange qui est très intéressant parce que vous payez 9% d'impôts. Alors effectivement, même si le système de 9% d'imposition vient d'entrer en vigueur il y a très peu de temps, sachez tout de même que vous avez la possibilité d'effectuer quelques manipulations comptables pour réduire cette imposition aux alentours de 3 à 4%, même moins, mais je le recommanderais pas forcément. Je suis pas avocat fiscaliste, je vous dis simplement dans les grandes lignes ce qui est possible de faire. Alors, ce que j'aime moins là-bas, c'est l'aspect où c'est un peu un Miami raté dans le sens où la population sont très en mode je me présente et je raconte très rapidement ce que je fais dans la vie, combien d'argent je gagne. Et je trouve qu'en fait, c'est assez toxique comme relation à l'argent parce que tout est fait pour essayer de montrer quelque chose dont beaucoup de personnes n'ont pas forcément parce que moi mes amis sont millionnaires et multimillionnaires et en fait au bout d'un stade on a juste on s'en fout en fait de raconter notre vie et parfois ça nous dessert même que d'étaler un peu trop ce qu'on fait. Alors concernant les infrastructures à Dubaï, vous avez des hôpitaux publics qui sont disponibles gratuitement pour les gens qui ont le Emirate ID et les Émiratis. Les gens qui n'ont pas d'Emirate ID et qui ne sont pas Émiratis, vous irez dans un hôpital qui est privé et vous allez payer honnêtement assez cher. Moi j'ai fait l'expérience d'aller au Cleveland Hospital et ça coûte très très cher, plusieurs milliers de dollars la nuit je trouve que c'était hors de prix par rapport au niveau de service que j'ai eu en échange. Maintenant ce qui est intéressant et ce qui est rassurant, c'est que vous avez quand même en termes de personnel, vous avez des gens qui sont extrêmement qualifiés. C'est juste que j'ai trouvé, de par ce que j'ai pu expérimenter en Asie en termes d'hôpitaux, que c'était pas au niveau de ce qu'on peut trouver en Asie. Maintenant ça reste tout de même beaucoup mieux que ce qui se passe en France. Concernant les écoles, c'est bizarrement une des seules destinations que je vais vous citer aujourd'hui qui, dans les écoles publiques, ne sont pas à disposition gratuitement de la part des personnes qui ne sont pas émiratis. Donc typiquement, vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas émirati, vous êtes installé à Dubaï, vous avez le Emirate ID, il n'y aura pas d'école publique gratuite pour vos enfants, vous devrez payer. Et si vous souhaitez accéder à des écoles privées, évidemment, là, il faudra envoyer un petit billet. Et donc, c'est pour ça que généralement, quand je dis aux gens que si vous êtes expatrié, que vous avez une famille et que vous avez moins de 5 millions de dollars de patrimoine, honnêtement, c'est un peu chaud dans certaines destinations. Il y a des gens qui me croient pas, mais si vous faites le calcul, honnêtement, c'est assez compliqué, ça coûte assez cher d'être expat et d'avoir des enfants. Moi, personnellement, je me vois pas élever une famille à Dubaï de par que ce soit la pollution que je veux pas forcément envoyer dans la figure à mes enfants.
Mais aussi, j'ai pu remarquer que même si le côté sécuritaire est quand même super avancé, j'ai pas l'impression que les gens agissent de la sorte de par leur culture. J'ai plutôt l'impression qu'ils restent sages parce qu'ils ont peur. Tandis que dans les autres pays que je vais vous citer aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait un niveau de sécurité qui était identique, voire parfois plus élevé, parce que les gens agissent d'une manière qui est naturellement plus saine. Donc encore une fois, c'est une histoire de perception et ceux qui auront l'expérience des deux différentes destinations me diront leur expérience dans les commentaires, mais moi personnellement c'est ce que j'ai pu expérimenter. Un autre point que je souhaitais également souligner, c'est le niveau de pollution à Dubaï qui est le plus élevé parmi tous les pays de la liste que je vais vous citer aujourd'hui. Maintenant, concernant les visas, vous avez deux possibilités principales. Soit vous créez votre propre société et vous vous employez vous-même. Ça va vous coûter plus ou moins 10 000 $ la première année et 2 à 5 000 $ lors du renouvellement en fonction des différentes options que vous souhaitez prendre. Et si vous souhaitez investir plusieurs centaines de milliers de dollars, comptez à peu près 500 000 $ d'investissement et vous allez pouvoir obtenir un visa investisseur long terme et vous allez pouvoir rester 10 ans et renouveler justement ce type de visa. Donc il y a quand même des solutions qui sont très intéressantes et je pense qu'en Dubaï en fait une destination qui est quand même super attractive. Donc je me suis perdu pour qui est fait Dubaï, les personnes qui ont pour moi moins de 40 ans, qui n'ont pas de famille et aussi qui veulent par exemple cash out de la crypto-monnaie et qui veulent investir par exemple dans l'immobilier et ceux qui veulent continuer à faire du business à gros niveau, networker. Je pense que c'est une excellente destination pour se construire. Je pense que Dubaï peut être un excellent passage de vie. En tout cas, c'est moi comme ça que je le vois. Maintenant, effectivement, oui, toutes les destinations sont excellentes pour séjourner sur le long terme en fonction de ce que vous recherchez, mais aussi des inconvénients que vous acceptez. Quatrième destination, le Monténégro. Avec un niveau de sécurité qui est légèrement moins que Dubaï, on est à 0,8 en termes d'indice, en termes de sécurité. Et ici, on va parler beaucoup de langues avec le monténégrin, le serbe, le croate, le bosniaque, l'albanais et 26% de la population quand même a un niveau d'anglais qui est qualifié comme étant moyen. Donc vous allez, je pense, trouver des English speakers dans le centre-ville, mais dès que vous allez reculer de ce centre-ville, je pense que ça va être un petit peu délicat que de vivre votre vie d'expatrié qui souhaite se faire un petit peu de réseau, un petit peu d'amis. Concernant les infrastructures, que ce soit au niveau des écoles ou des hôpitaux, ça va être les infrastructures les moins développées, que ce soit en termes de personnel, mais aussi en termes réellement de matériel à votre disposition, parmi tous les pays de la liste que je vais vous citer aujourd'hui. Concernant l'imposition, vous allez avoir entre 9 à 15% d'impôts en fonction du volume que vous allez faire d'impôts sur les sociétés, puis une nouvelle fois 9 à 15% d'impôts sur l'imposition sur votre revenu. Concernant les personnes qui sont rentiers, eh bien vous allez avoir 15% d'imposition sur les dividendes, mais aussi 15% d'imposition sur les plus-values que vous allez effectuer. Et au niveau de l'imposition, c'est relativement clair, relativement simple, mais c'est pas un paradis fiscal. C'est un endroit dans lequel vous allez passer encore une fois, je pense, un moment de votre vie, duquel vous allez profiter et vous allez avoir un climat qui est quand même très intéressant et très différent des autres destinations que je peux vous citer aujourd'hui. Alors concernant la pollution au Monténégro, aussi bizarre que cela puisse paraître avec ces beaux paysages, vous avez quand même une pollution qui est dans la tranche assez haute, pas aussi haute qu'à Dubaï, mais assez haute. Et concernant le coût de la vie, vous êtes sur un niveau de vie qui est 2 fois, voire 3 fois moins cher qu'à Dubaï. Alors ça va effectivement dépendre de votre style de vie, mais à niveau comparable, d'après les indicateurs que j'ai pu voir et les forums que j'ai pu explorer, parce que je ne suis pas allé au Monténégro, eh bien vous allez avoir 2 à 3 fois moins en termes de coûts pour obtenir un style de vie qui peut vous correspondre. Maintenant, sachez tout de même que vous n'avez pas tous les services qui sont développés comme vous pouvez les avoir dans les autres destinations que je vais citer aujourd'hui. Concernant les visas au Monténégro, vous allez avoir principalement 2 possibilités. Donc soit vous avez le visa digital nomade, donc si vous gagnez au moins 1 300 € par mois depuis 1 an, que vous pouvez justifier. Ou alors deuxième possibilité, c'est le CBI, donc Citizenship by Investment. Donc c'est un programme qui vous permet d'investir 470 000 €, ou plutôt qui va vous coûter 470 000 €. Parce que en réalité, sur ces 470 000, vous avez 250 000 € qui sont réellement investis. Vous avez 200 000 € de donations et vous avez 20 000 € de frais de dossier. Honnêtement, c'est un des programmes pour obtenir la citoyenneté par l'investissement qui est parmi les moins intéressants que j'ai pu entendre ces dernières années. Cependant, ça reste une option et je vous la cite. Je pense que c'est fait pour les personnes qui sont amoureux du pays. Je pense que vous allez vous y retrouver, vous allez vous sentir bien dans ce pays.
Par contre, je pense que lorsque vous avez réellement un point de friction important comme des enfants ou alors le besoin de visiter des hôpitaux assez régulièrement, je pense que vous allez réfléchir à 2 fois à une expatriation sur le long terme au Monténégro. 5e destination dont j'aimerais vous parler, c'est l'Indonésie, et je vais pas vous parler de Jakarta, je vais vous parler de Bali. Évidemment, vous voulez aller dans les îles. Alors moi, Bali, j'y ai passé à peu près 1 an, en tout et pour tout, et j'ai même un visa que je vais vous montrer dans un instant, qui est un KITAS, parce que j'ai passé pas mal de temps là-bas. Bref. Et donc du coup, ce qui est intéressant à Bali, c'est que vous allez avoir un niveau de sécurité donc qui est un petit peu moins bien qu'au Monténégro, parce que je vous cite les pays dans l'ordre du plus sécuritaire au moins sécuritaire, puisque moi je pense que c'est le critère le plus important. Donc pour cette 5e destination, vous avez donc Bali. Et Bali, je dirais que le peu d'insécurité qu'il peut y avoir ne vient pas forcément des locaux, ça peut venir principalement des étrangers qui y viennent, parce que Bali est une destination qui aujourd'hui parmi la liste de tous les pays que je vais vous partager a un coût de la vie qui est le moins faible. Donc vous avez quand même des personnes qui viennent avec très très peu d'argent en poche et donc qui parfois sont tout simplement plus curieuses d'aller piocher des objets dans la poche des autres. De mon expérience, tant que vous n'allez pas dans des soirées, dans des festivals, etc., il n'y a pas de problème de sécurité. Par contre, il y a eu en effet pas mal de vols de téléphone et pas mal de sacs qui ont été arrachés. En termes d'anglais, honnêtement, c'est pas ouf. L'anglais est pas super développé. Alors la plupart des gens parlent indonésien, la plupart des endroits dans lesquels vous allez vous rendre en tant qu'étranger en vacances, la plupart des gens vont parler anglais parce que vous allez dans des destinations, dans des endroits qui sont touristiques. Maintenant, si vous êtes expatrié sur le long terme et que vous souhaitez échanger en anglais avec les locaux, ça va être un petit peu plus délicat que dans les autres destinations que je vous cite dans la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, l'anglais est suffisant pour vivre un style de vie qui est simple, et vous avez tellement d'expatriés que finalement vous allez très vite rencontrer beaucoup de personnes. Et gros avantage, par exemple à Bali, je trouve que les gens ont l'état d'esprit beaucoup plus sain que les gens par exemple à Dubaï. Maintenant niveau network, honnêtement Bali, je dirais que niveau entrepreneurial, alors oui, il y a toujours un spectre de personnes qui font du business à bon niveau, mais globalement c'est quand même des personnes qui font pas énormément d'argent. Vous allez pas retrouver, je pense, une stimulation intellectuelle ultime à Bali. Par contre, vous allez avoir un très bon équilibre de vie. Par contre, vous allez vous sentir bien. Ce qui est surprenant, c'est que la pollution y est forte. Et je dis surprenant. Alors, je dis surprenant parce que moi, personnellement, la première fois que j'y suis allé, il y avait très peu de monde. Et aujourd'hui, il y a énormément d'expatriés et beaucoup de personnes qui roulent en motorbike. Vous avez énormément de construction immobilière, ce qui crée naturellement énormément de pollution. Concernant les infrastructures, vous allez avoir des écoles privées du rang international. Je pense notamment à l'école qui s'appelle Regent à Bali, qui est une excellente école internationale, qui existe d'ailleurs aussi en Thaïlande. Et vous avez également l'école française d'Indonésie qui est à Bali, qui est aussi excellente, si vous souhaitez garder vos enfants dans une structure française. Et d'un point de vue des hôpitaux, je dois admettre qu'ils ont quand même énormément de progrès à faire. C'est parmi les hôpitaux les moins bons que j'ai pu expérimenter et visiter, que ce soit en termes de personnel, qui parlent très mal anglais, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir. Encore une fois, tout le monde n'a pas la même expérience que moi, mais de ce que j'ai vécu, l'anglais était vraiment à la ramasse. Et pourtant, je suis allé dans le meilleur hôpital, qui est à Denpasar, et qui est un hôpital privé. Et honnêtement, j'ai pas été surpris positivement. Voilà. Niveau fiscalité, super intéressant parce que c'est une imposition qui est territoriale. Autrement dit, tout l'argent que vous effectuez à l'étranger, qui n'est pas issu de clients qui sont en Indonésie, eh bien, vous n'avez pas d'imposition. Donc, c'est quand même super intéressant. Ce que je trouve génial aussi, c'est que vous avez un coût de la vie qui peut être extrêmement maîtrisé et faible. Ce que j'aime aussi avec Bali, c'est que si vous souhaitez vous faire plaisir et claquer 10, 15, 20, 30K par mois, c'est possible, vous avez des offres pour vous. Et si vous souhaitez dépenser 1000 € par mois, vous avez aussi des offres pour vous. Alors effectivement, pas dans les quartiers de Berawa à Canggu, mais si vous reculez un petit peu de Seminyak, si vous reculez un petit peu, je trouve que Uluwatu, c'est superbe, honnêtement. Je trouve que Canggu, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de choses à faire. Je trouve que Seminyak, je trouve que c'est les plus belles plages, honnêtement, de Bali d'un point de vue touristique. Donc globalement, Bali, super intéressant, très versatile, mais encore une fois, pas mal de pollution pour une île qui pourrait pourtant faire penser à ce train de vie qui est super sain. Concernant les visas à Bali, vous avez 3 possibilités principales. Je vais commencer par les périodes les plus courtes jusqu'à les périodes les plus longues. Alors, il faut savoir que si vous n'êtes jamais allé en Asie et si vous avez jamais pensé à vous expatrier en Asie, sachez que les visas sont pas compliqués à avoir mais coûtent cher.
Donc notamment, je vous l'ai dit, à Singapour en début de vidéo, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et en Thaïlande, j'y reviendrai juste après, mais ça coûte aussi encore plus cher. Si vous souhaitez vous installer à Bali, déjà moi ce que je vous recommande, c'est d'y aller dans un premier temps, de faire un test, etc. Mais vous avez dans un premier temps le visa digital nomade qui est gratuit, que vous pouvez faire en ligne. Et ce visa vous permet de rester jusqu'à 6 mois dans le pays, donc 180 jours. Vous avez ensuite un deuxième type de visa qui est le visa Multiple Entry Visa, qui est un visa qui vous permet de rester jusqu'à 1 an, mais par maximum de période de 60 jours. Autrement dit, vous restez 2 mois, vous sortez puis vous re-rentrez du pays, vous pouvez rester 2 mois, etc., etc. et cela pendant 1 an. Et enfin, le visa le plus intéressant pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir une vision long terme, c'est ce qui s'appelle le KITAS. Donc le KITAS, c'est ce document qui vous permet tout simplement de rester jusqu'à 5 ans. Vous devez tout de même tous les ans le renouveler et ça coûte à peu près 900 ou 1000 euros par an. Donc entre 900 à 1000 euros par an pour un visa dans un pays d'Asie du Sud-Est qui a autant d'avantages sur le plan de la fiscalité. Honnêtement, c'est quand même super intéressant. Alors à qui s'adresse Bali? Bali, je pense que ça s'adresse vraiment aux jeunes entrepreneurs, aux digital nomades. Je pense que c'est super intéressant pour les gens qui font une première expatriation en Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce que je trouve que le coût de la vie, je trouve que l'expérience que vous allez avoir, je trouve que l'ouverture d'esprit que vous allez obtenir, je trouve que le nombre d'expatriés est intéressant pour une première destination. C'est quand même une expatriation facile que d'aller à Bali. Je vous dis facile parce que moi, perso, il y a de ça 10 ans, je suis arrivé dans une petite ville dans le nord de la Thaïlande. Je peux vous assurer que c'était pas du tout aussi simple. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quand même une excellente destination pour une première expatriation. 6e destination, l'île Maurice. Là, ici, vous allez avoir 3 langues qui y sont parlées. Principalement le créole et vous avez ensuite le français et l'anglais. Donc super intéressant, notamment pour les personnes qui parlent pas très bien anglais. Moi, c'est rigolo, hein, mais à chaque fois qu'il y a des gens qui me disent qu'ils sont partis à l'île Maurice, quand ils viennent me voir à Bangkok et que j'ai des amis qui parlent anglais, quand on parle anglais ensemble, c'est généralement les expatriés à l'île Maurice qui parlent le moins bien anglais. Donc cela en fait quand même une destination qui est intéressante pour les personnes qui ne parlent pas super bien anglais. Ce qui est important de retenir quand même à l'île Maurice, c'est que vous avez des paysages qui sont absolument magnifiques. Toutes les destinations sont magnifiques, mais quand même l'île Maurice, ça a vraiment un côté paradisiaque qui est quand même très poussé par rapport à toutes les autres destinations. Concernant les infrastructures, que ce soit les écoles mais aussi les hôpitaux, vous êtes sur le moyen du panier. Ça veut dire que vous avez pire, vous avez mieux, mais vous serez quand même bien servi. Ce qui est quand même important de retenir, c'est que l'île Maurice étant anciennement une colonie française, vous avez tout de même énormément de facilité d'un point de vue administratif. Donc ça, c'est important à retenir, mais beaucoup de destinations également que j'ai citées durant cette vidéo, je dis pas que c'est compliqué, je dis simplement que c'est pas aussi simple que si c'était en français. Maintenant, vu que c'est une ancienne colonie française, vous pouvez aussi imaginer que l'administratif est pas forcément le plus simplifié, mais c'est tout de même à prendre en compte dans la balance. Le niveau de pollution y est évidemment très faible, enfin je dis évidemment, mais il est très faible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un coût de la vie qui est quand même beaucoup moins cher que ce que vous avez dans d'autres destinations que je vous ai déjà citées. Globalement, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'une destination comme Dubaï. Maintenant, concernant les visas, vous avez encore une fois plusieurs possibilités. Première possibilité, et bizarrement, c'est l'une des plus utilisées à l'île Maurice. C'est ce qui en fait une île quand même où il y a quand même beaucoup de millionnaires qui vont s'y installer dans le cadre d'une semi-retraite. C'est le visa investisseur. Vous investissez 375 000 $ et on vous donne un visa de 20 ans directement. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez plus de 50 ans, tout comme beaucoup de pays d'ailleurs que j'ai pu citer, notamment en Asie, dès que vous avez plus de 50 ans, vous pouvez avoir le visa retraité. Et donc là, vous restez in vita, in aeternam. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez 375 000 $ dans une maison, vous vivez dedans ou alors vous la mettez en location, vous êtes résident pendant 20 ans et à partir de ce moment-là, je pense que vous aurez 50 ans et donc vous pouvez basculer sur ce visa de retraité. Et enfin, la troisième option en termes de visa pour l'île Maurice, ça va être le visa premium, qui est un visa qui s'adresse plutôt aux auto-entrepreneurs ou self-employed person. Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un visa qui vous demande d'ouvrir un compte bancaire à l'île Maurice et d'y déposer 35 000 $. Ce visa est renouvelable tous les ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un visa que vous pouvez faire vous-même et que vous pouvez renouveler vous-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les procédures sont faisables sur le site directement du gouvernement et c'est quand même super simple et super rapide. C'est un des visas les plus rapides à obtenir parmi toutes les destinations que j'ai pu vous citer
aujourd'hui. Alors pour qui s'adresse l'île Maurice à mon avis? Eh bien, je pense que c'est fait plutôt pour les personnes qui construisent une famille, les personnes qui veulent avoir un côté paradisiaque, les personnes qui parlent pas super bien anglais, qui veulent retrouver un petit peu de culture française, les personnes qui aiment le style de vie mauricien. Je pense que c'est une excellente option pour les personnes qui s'y retrouvent dans ce style de vie et je trouve qu'il n'y a aucune autre destination qui réellement se compare à l'île Maurice. Donc c'est un excellent choix parmi toutes les destinations que je vous ai citées aujourd'hui, si encore une fois, vous avez les ressources financières pour vous y installer parmi les visas qui y sont proposés. 7e destination, la Thaïlande avec Bangkok, Chiang Mai, mais également l'île de Phuket. Vous avez plein d'îles qui sont magnifiques, vous avez des paysages magnifiques, bref, vous le savez. C'est une destination qui est surtout connue pour être touristique. Depuis 2 ou 3 années consécutives, Bangkok est quand même la ville la plus visitée au monde et loin devant Paris ou New York. Je sais que ça peut paraître complètement fou et moi aussi ça m'étonne, mais ce sont les statistiques. Ce qui est quand même intéressant, c'est que en Thaïlande, vous avez quand même un niveau d'anglais par rapport à tous les pays d'Asie du Sud-Est qui est quand même dans le très haut du panier. Alors personnellement, je parle un petit peu thaïlandais, mais j'ai pas pris de cours, et donc cela fait que moi j'ai strictement aucun souci à me balader partout dans toute la Thaïlande et à demander tout ce que je veux. Maintenant, pour quelqu'un qui parle pas du tout thaïlandais, est-ce que c'est possible de faire son quotidien partout en Thaïlande? À Phuket ou alors à Bangkok, sans aucun souci, vous pourrez communiquer en anglais avec tout le monde. Vous avez énormément de services. En fait, Bangkok, c'est la ville du service, où tout le monde est à votre service. Tout est possible facilement, rapidement, à moindre coût. Concernant les infrastructures, d'un point de vue médical, vous avez un niveau qui est très élevé, que ce soit au niveau de la qualité du personnel, mais également au niveau des infrastructures. Également, le système est très simple pour vous faire soigner. Par contre, ici en Thaïlande, vous n'avez pas de docteur, par exemple, comme on pourrait avoir en France. Vous allez directement à l'hôpital et vous avez tous les services hospitaliers à l'hôpital. Par exemple, vous avez besoin d'aller voir un opticien, vous avez besoin, je sais pas, d'aller voir un docteur parce que vous avez tel type de symptômes ou tel type de symptômes. On s'en fout, peu importe, vous allez à l'hôpital et vous avez un professionnel du secteur spécifique. Tellement qu'il y a un bon niveau d'un point de vue hospitalier en Thaïlande que vous avez un tourisme médical abusé. Dans le sens où vous avez des gens qui viennent d'Australie, du Japon, du Corée, de Chine, des Philippines, qui viennent en Thaïlande soit pour se faire soigner, soit pour avoir des opérations chirurgicales esthétiques. Donc encore une fois, ça me fait rire quand j'entends des Français qui sont en France qui me disent « Ah ouais, mais dès que t'es malade, tu reviens en France te faire soigner ». Vous avez rien compris les gars. Si vous avez une assurance à l'international, ça va vous coûter 1 000 € par an et en France, vous vous faites essorer sur les impôts pour un service hospitalier qui est médiocre. Je sais de quoi je parle, ma mère est dans le service hospitalier en France. Et donc tout ça pour vous dire que vous avez un excellent ratio qualité-prix sur les infrastructures. Même chose avec les écoles, vous avez des écoles publiques et là je dois admettre que les écoles publiques honnêtement sont pas faites pour les étrangers. Vous n'allez pas avoir un excellent retour sur investissement, si je puis dire, que de mettre vos enfants à l'école publique en Thaïlande. Par contre, si vous souhaitez mettre vos enfants à l'école et pas vos écoles à l'enfant en Thaïlande, vous allez avoir un niveau de service qui est très élevé. En Thaïlande, vous avez un spectre de richesse qui est très grand. Par exemple, le top 1% des gens en Thaïlande gagnent plus que le top 1% des gens en France, avec une écart de 4 000 € supplémentaires. Tout ça pour vous dire que si vous souhaitez avoir des écoles très chères à 10 000 € par mois avec le top 1% de l'Asie du Sud-Est, vous allez vous y retrouver. Vous souhaitez avoir une école catholique, vous allez en avoir une. Vous souhaitez avoir une école 100% française, vous allez en avoir une. Donc il y a quand même énormément de possibilités pour vos enfants. Maintenant, concernant l'imposition en Thaïlande, c'est tout comme beaucoup de pays, c'est une imposition qui est territoriale. Tout l'argent qui est fait à l'étranger, 0% d'impôt. Alors, il y a certaines spécificités desquelles je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement, dans les grandes lignes, vous ne payez pas d'impôt sur tous les revenus que vous faites à l'étranger. Maintenant, concernant la pollution, elle y est forte. Elle n'est pas aussi forte qu'à Dubaï, qui pète vraiment tous les scores, mais elle est quand même dans le haut du panier. Concernant le coût de la vie, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais pour les personnes qui habitent à Bangkok, vous allez très vite reconnaître dans mes propos, le prix de l'immobilier, il est quasiment le même qu'à Singapour. Ça veut dire que vous allez payer très cher dès que vous êtes dans des condos de luxe. Par contre, à la différence de Singapour, c'est que vous avez un spectre ici d'offres en Thaïlande qui est, encore une fois, tant pour les personnes qui veulent se mettre seulement 600, 700, 800 ou 1000 € par mois de loyer en centre-ville, que pour les personnes qui souhaitent se mettre 20 ou 30 ou 40 000 € de loyer par mois en plein centre de Bangkok. Donc vous avez vraiment encore une fois un spectre en termes d'offres qui est très large. Par contre, en dehors du bien immobilier,
tout le reste va vous coûter énormément moins cher. Concernant les visas, je vous l'ai dit, je suis l'heureux propriétaire d'un visa Thaï Privilège qui est un visa que j'ai pris à la base pour 5 ans et que j'ai étendu de 15 années supplémentaires. Ça m'a coûté approximativement 25 000 € et je trouve que c'est hyper rentable parce que ça fait à peu près 1 200 € par an. Pour moi, c'est ce que j'ai payé pour rester sur 20 ans. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et important que d'avoir des possibilités de rester dans un pays sur le long terme et d'être rassuré que d'avoir ça. Maintenant, le prix que j'ai payé, c'est pas le prix qui est disponible en ce moment. La Thaïlande a augmenté ses prix et très fortement parce que aujourd'hui, le prix d'un visa pour 5 ans, c'est le prix que j'ai payé pour 20 ans. Ça veut dire que moi, j'ai payé 25 000 € plus ou moins pour 20 ans, mais aujourd'hui, le prix d'un Thaï Privilège pour 5 ans, c'est 25 000 €. Ça veut dire que c'est quand même 5 000 € par année. Le visa pour 20 ans va coûter 140 000 €. Donc, on est sur des prix qui sont beaucoup plus proches finalement de la réalité parce que pour les personnes qui ont connu l'ancien prix, on se dit « Ah, mais c'est complètement abusé les nouveaux prix ». La réalité, c'est que quand vous regardez les différentes options dans différents pays, c'est généralement les prix qui sont appliqués. Donc, en termes de visa, vous avez cette possibilité. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent bidouiller un peu plus, expérimenter le pays une première fois, vous pouvez faire le visa touristique 3 mois. Vous pouvez également faire le visa travail qui va vous permettre de rester 1 an. Vous avez également les visas où vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être apprendre le Muay Thai, ça peut être apprendre la langue thaïlandaise, ça peut être le visa volontaire. Mais le visa étudiant et le visa travail, le visa étudiant et le visa volontaire, je le recommande pas parce que vous n'allez pas pouvoir être résident fiscal. Donc quand vous bidouillez sur internet, ok. Mais quand vous commencez à faire un petit peu d'argent, arrêtez de bidouiller et faites un vrai visa. Alors pour qui est faite la Thaïlande? Auprès de qui je vais le recommander? Les retraités. Je pense que c'est fait également pour les personnes qui sont, je dirais, digital nomades plus, donc plutôt en mode entrepreneur web qui vraiment commencent à gagner de l'argent. Honnêtement, franchement, je pense que si vous gagnez moins de 3000 balles par mois, vous allez avoir des frustrations à Bangkok. Sinon, allez plutôt à Phuket ou dans d'autres destinations, bien que les prix de Phuket ont vraiment augmenté récemment. Je pense que pour les personnes qui gagnent 1000, 2000 par mois, je pense que Bali sera honnêtement une destination qui va davantage vous convenir, où vous aurez moins de frustration, où vous pourrez profiter davantage d'activités gratuites, de beaux paysages, etc. Même si la Thaïlande en a beaucoup à offrir, c'est globalement plus cher. 8e destination, la Grèce, avec comme principale ville Athènes. Ici, on perd encore un chouïa en termes de sécurité, mais on est très proche de la Thaïlande. Notez que en Grèce, ça parle assez bien anglais de par l'afflux de touristes qu'il y a à Athènes. En termes d'infrastructure, les hôpitaux sont parmi les meilleurs d'Europe. Alors pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs d'Europe. Et vous avez également des écoles internationales privées qui sont excellentes. Notez que les prix de l'immobilier à Athènes sont venus augmenter très fortement ces dernières années de par un programme par investissement disponible à partir de 500 000 €. Je vais y revenir dans un instant. Ce qui est intéressant en Grèce, tout comme en Italie, vous pouvez payer une taxe qui s'appelle le lump sum. Donc le lump sum, c'est une taxe, c'est un fixe que vous allez payer tous les ans et tout le reste, c'est exempté d'impôts. Donc que vous gagnez 1 million d'euros par an ou 100 millions d'euros par an, peu importe, vous payez 100 000 € par an de taxes et tout le reste, c'est dans votre poche. Donc je pense vraiment que la Grèce est faite pour les personnes, pour les multimillionnaires qui ont vraiment beaucoup d'argent et des gros revenus. Ce qui est également intéressant en Grèce, c'est que vous avez ce programme d'investissement qui vous permet d'obtenir la résidence pendant 5 années consécutives, renouvelable 2 fois. Donc vous allez pouvoir rester 15 ans sur le territoire avec ce lump sum tax qui va être accessible à vous durant toute cette période. Maintenant, sachez que vous n'êtes pas obligé d'investir dans l'immobilier tout de même en Grèce. Vous pouvez investir via une banque, mais de par les événements du passé en Grèce, je ne sais pas si vous n'allez pas avoir une petite goutte de sueur ou quelques inquiétudes la nuit. Mais globalement, sachez que c'est également possible. Et concernant la pollution, elle y est assez forte et vous avez un coût de la vie qui est quand même un peu plus cher que dans les autres destinations que j'ai pu citer. C'est effectivement moins cher que par exemple Dubaï ou Singapour, mais vous êtes quand même sur des niveaux de prix qui sont assez élevés d'une manière générale. 9e destination, Malaisie, Kuala Lumpur. Tout comme la Thaïlande, vous avez un niveau de sécurité qui est quand même très élevé. Vous avez un anglais qui est parlé parfaitement, donc il parle malais mais également anglais. C'est une langue qui est officielle.
Ce qui est super intéressant, c'est que en Malaisie, vous allez avoir un coût de la vie par rapport aux autres destinations. En fait, vous allez avoir un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Les appartements que vous allez avoir, la Malaisie qui est d'ailleurs un pays dans lequel vous pouvez acheter des terrains, qui est très peu le cas en Asie du Sud-Est. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous avez une fiscalité qui est territoriale. Vous avez des visas qui sont davantage accessibles que dans les autres destinations que j'ai citées. Je vais y revenir dans un instant en détail. Concernant les infrastructures, vous avez de superbes hôpitaux, vous avez de superbes écoles, tout le monde parle anglais, c'est quand même beaucoup plus simple. Concernant la pollution, comme vous vous y attendiez, et c'est effectivement très pollué comme ville, vous allez assez vite le ressentir, on est quand même sur un niveau qui est assez élevé, assez proche de Dubaï, pas autant que Dubaï, mais c'est vraiment dans le haut du panier, de par les constructions, de par l'industrie, de par également la ville, de la manière dans laquelle elle est créée, vous avez quand même assez peu d'espace vert comparément aux autres destinations que j'ai pu citer dans cette vidéo. Concernant les visas, encore une fois, c'est abusé, c'est super intéressant. Soit vous faites un visa digital nomade, vous payez 350 $ par an renouvelable, ou alors si vous souhaitez devenir investisseur, c'est génial, on vous donne un visa de 10 ans. Si vous achetez un appartement ou si vous investissez via une banque, 230 000 $. C'est l'une des permanent residents les moins chères parmi toutes les destinations qui accueillent les étrangers, qui accueillent les investisseurs étrangers aujourd'hui. Donc honnêtement, Malaisie pour une première expatriation, je sais que c'est pas hyper populaire, mais honnêtement, tous les indicateurs pour moi sont assez ouverts pour justement auprès de qui ça s'adresse ce type de destination. Je pense que c'est un super endroit pour une première expatriation pour les jeunes qui parlent assez bien anglais, pour les personnes qui veulent découvrir un style de vie un peu asiatique. Pourquoi je dis un peu asiatique? Parce que la culture malaise, c'est quand même une culture qui est assez ouverte vers l'étranger. Je trouve que c'est une culture qui est très internationale, donc je trouve ça super intéressant pour le cadre d'une première expatriation. Et maintenant, on prend l'avion et destination Panama avec tout de même un grade en termes de sécurité qui est 2 fois moins bien que Kuala Lumpur. Donc depuis le début de cette vidéo, je vous présente les destinations de la plus sécuritaire à la moins sécuritaire. Et honnêtement, de la première à la 9e place, vous aviez tout de même un niveau de sécurité très avancé. Maintenant, Panama, non seulement c'est le 10e de la liste, mais en plus de ça, d'un point de vue de Safety Index, il est quand même 2 fois moins sécuritaire que Kuala Lumpur. Donc je tenais tout de même à le souligner. Ce que vous devez également retenir, c'est que Panama, ça parle très mal anglais. Ça parle espagnol. Donc encore une fois, si vous parlez espagnol, si ça vous convient par rapport à votre profil d'expatrié, c'est super. Mais sachez que l'anglais, c'est pas hyper répandu par rapport à toutes les autres destinations que j'ai pu vous citer. Concernant les hôpitaux, mais aussi les écoles, je dirais que c'est comparable à ce que vous pouvez trouver comme niveau moyen en Europe, c'est-à-dire c'est pas incroyable, c'est pas nul non plus, c'est ok, c'est acceptable. Effectivement, vous allez avoir après des écoles privées, donc là ça va dépendre de combien vous êtes prêt à dépenser, mais concrètement, si j'habitais au Panama, je ne mettrais pas mes enfants à l'école publique et je n'irai pas dans les hôpitaux publics. Voilà, si c'est ce que vous souhaitez savoir. Concernant l'imposition, c'est une imposition qui est territoriale. Donc encore une fois, tout l'argent qui est généré en dehors du Panama reste dans votre poche, 0% d'impôt. Concernant le niveau de pollution, on est sur un niveau moyen. On n'est pas sur un niveau faible non plus, mais on est sur un niveau moyen. Alors, je ne suis pas expert en météo ou ni en pollution. Depuis le début de cette vidéo, lorsque je vous parle de la pollution, je vous parle de l'indicateur de IQR, qui est l'entreprise mondialement reconnue dans la mesure de la pollution dans le monde. Et donc, ils estiment que la pollution est de niveau moyen au Panama. Ce que je peux vous dire, c'est que comparément à plein d'autres villes dans le monde, Panama est quand même très peu pollué. Concernant le coût de la vie, ça va être un coût de la vie qui va être relativement faible, que ce soit sur les appartements que vous allez pouvoir y trouver, que ce soit sur les villas, que ce soit sur le coût de la nourriture, que ce soit sur les déplacements. Globalement, vous êtes sur un niveau qui est très intéressant par rapport à ce que vous avez en retour. Donc moi, je calcule toujours pas forcément le coût de la vie, mais je calcule le ratio. Je me dis qu'est-ce que j'ai en échange de mon argent. Et honnêtement, au Panama, vous avez des offres qui sont intéressantes pour votre argent, mais le spectre, je dirais, peut pas aller hyper haut en termes de services. En termes d'appartements, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des très beaux appartements. Par contre, en termes de services, ce sera encore une fois parmi la liste des pays que j'ai cités aujourd'hui, les moins développés, tout comme
le Monténégro. Concernant les visas, il y a deux grandes possibilités, soit par le biais d'une création d'une société, ça va vous coûter à peu près 7500 $ US et vous allez vous auto-employer. Deuxième possibilité, ça va être par l'investissement. Donc vous avez différents types d'investissements que vous pouvez effectuer. Soit vous investissez par exemple 300 000 $ dans un investissement en bourse au travers d'une banque ou d'un courtier au Panama qui va être validé par le programme. Soit vous investissez 500 000 US $ dans un fixed term deposit. Donc ça, c'est au travers d'une banque. Ça veut dire que par exemple, le Panama émet des obligations et vous en achetez. Et ça peut également être un dépôt dans une banque de hauteur de 750 000 $. Et donc tout ça, ça vous permet d'avoir le permanent residence. Alors en réalité, vous allez obtenir des visas temporaires que vous allez pouvoir renouveler, mais ça mène vers la permanent residence. Et ce qui est super intéressant dans cette destination par rapport à toutes les autres destinations que j'ai pu citer, c'est que ça peut déboucher sur la citoyenneté et le passeport, ce qui est quand même exceptionnel pour un pays que de donner son passeport de par un investissement et non pas une donation. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la destination qui vous fait rêver ou votre ressenti sur l'une de ces destinations ou n'importe laquelle des autres. Partagez-nous dans les commentaires votre vécu, votre expatriation, ce que vous avez envie, pourquoi est-ce que vous préférez un pays plutôt qu'un autre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!